coordonnateur du comité souverainiste, va vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, Jean-Marc Vincent, chef de l'option nationale, vient nous entretenir sur un sujet qui le passionne, la souveraineté du Québec. Plus précisément, nous aurons droit à un déboulonnement des mythes fédéralistes économiques, souvent utilisés contre le projet souverainiste. Pour les études de M. Hossa, il a étudié en Business Economics en Angleterre et il a entamé des études doctorales en analyse économique en Catalogne. Il a été consultant chez Barra International, gestionnaire de portefeuille principal pour investissement TSP et vice-président de la Morgan Stanley Capital International. Je pense qu'il faut conserver ces arguments-là parce qu'ils sont vrais, ils sont bons, ils sont à la base de la cause souveraine. C'est vraiment pour ça. Comme je le disais, c'est pas une question d'argent la souveraineté, mais il faut faire en sorte que dans les médias, dans toutes les tribunes qu'on utilise, les arguments économiques reviennent plus souvent. À part vous qui va le faire, dans le sens, ça se parle beaucoup. Ici, on est combien là, tous Dans les médias. Dans les médias, je pense que de plus en plus. Je ne vais pas parler de partisanerie, mais les gens d'Option nationale ont quand même pas mal ce discours économique-là en tête parce que j'arrête pas d'en parler. Mais je pense que de plus en plus, les souverainistes vont s'en rendre compte que c'est pragmatique. C'est sur le terrain des pragmatiques qu'il faut faire le plus d'efforts parce que ces gens-là représentent quand même une bonne partie de la population du Québec. Et comme je disais, c'est pas une question d'argent, mais heureusement, on a les faits de notre part pour dire qu'on serait plus prospère en tant que pays souverain. Et quand je dis que c'est pas une question d'argent, ça me rappelle toujours une citation de Tocqueville, le célèbre Tocqueville, qui disait que celui qui cherche en la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir. Donc, si tout le monde se demande est-ce qu'on veut être nous-mêmes juste parce que ça va nous donner 20$ de plus par année, je pense que c'est pas la bonne question. Moi, je vais vous dire, même si après toutes les analyses que j'ai faites, si je concluais que la souveraineté serait peut-être pas payante et nous coûtait peut-être un peu plus cher, je serais souverainiste quand même, parce que je voudrais qu'on devienne ce qu'on veut devenir et qu'on assume nous-mêmes nos décisions, bonnes comme mauvaises. Parce qu'actuellement, il y en a beaucoup trop qui nous sont imposés. Mais heureusement, comme je le disais, quand on regarde l'aspect économique de la chose, la souveraineté va être payante pour le Québec, donc on a qui va gagner. Vous savez qu'il y a des endroits dans le monde où ils ont des raisons culturelles de vouloir être souverains, mais qui n'ont pas les moyens. Et il y a d'autres endroits où ils auraient les moyens, mais ils n'ont aucune raison culturelle de vouloir se séparer. Au Québec, on a les deux réunis. C'est assez rare et il faut en profiter. Puis, surtout qu'il n'y a pas d'autre conclusion historique à l'histoire du Québec de devenir un pays en bonne et due forme comme tous les autres pays. Le premier qui parle, je ne sais pas de... Est-ce que c'est votre vision sur la gestion et l'exploitation des ressources naturelles? Sur ce plan-là, l'Option nationale prône la nationalisation des ressources naturelles. Et ce n'est pas sous un angle de communiste, je veux toujours l'expliquer. De mettre dehors les compagnies privées, comme ça se fait dans d'autres pays. C'est tout simplement de faire en sorte que l'État redevienne maître d'œuvre de tout ce développement-là, exactement comme Hydro-Québec l'a fait avec l'hydroélectricité. À l'époque, dans les années 60, René Lévesque faisait face à tous les mêmes arguments qu'on entend actuellement, à savoir que ça va donner mauvaise réputation au Québec, les capitaux vont s'en aller ailleurs, les compagnies privées investiront plus ici. Rien de tout ça ne s'est produit quand il est allé de l'avant et qu'il a nationalisé Hydro-Québec, ou qu'il a nationalisé l'hydroélectricité pour donner Hydro-Québec. Et si on faisait la même chose avec toutes les ressources naturelles, c'est-à-dire qu'une société d'État soit maître d'œuvre du développement de ces ressources-là, en collaboration avec le privé, comme Hydro-Québec. Ce n'est pas des fonctionnaires qui bâtissent les barrages, c'est des compagnies privées sous l'égide d'Hydro-Québec. Donc si on faisait la même chose pour les ressources naturelles, il y aurait autant de travail pour les compagnies privées, mais le profit excédentaire qui découlerait de la propriété de la ressource reviendrait au propriétaire de la ressource, et non à celui qui a trouvé un filon parce qu'il est allé piocher dans le bon secteur du nord du Québec. Donc ce que personne n'a inventé appartient à tout le monde. On parle de ce principe-là, et les ressources naturelles en font partie. Donc en collaboration avec le secteur privé pour l'extraction, la distribution, évidemment, c'est l'État qui serait maître d'œuvre de tout ça, et on en retirait collectivement des milliards de plus chaque année, sur quelques centaines de millions certaines années où ça va moins bien, mais sur le long terme, des milliards de plus qu'on aurait dans les coffres publics si on se réappropriait nos ressources naturelles. Des choses un peu, je dirais, frustrantes quand on débat de ça avec, par exemple, le Parti libéral. Le Parti libéral nous dit que l'État n'a rien à faire dans la gestion des mines. Mais pendant ce temps-là, il laisse l'État chinois venir gérer nos mines. C'est des compagnies nationalisées chinoises qui viennent chercher du fer dans le nord du Québec, par exemple. Donc, c'est un État qui vient faire ici ce que notre État trouve que l'État ne devrait pas faire. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Et si on laisse d'autres États venir chercher nos ressources, il faudrait que nous-mêmes, on ait une société d'État qui gère nos ressources.
Et comme je le disais, c'est pas de renier le secteur privé, c'est de faire en sorte qu'il soit rémunéré pour son travail et son innovation, qu'il fait généreusement s'il le faut, mais pas pour la propriété des ressources, qui, elle, est notre propriété. Pour extrapoler sur la question de la nationalisation, est-ce que ce serait envisageable pour les institutions financières justement de nationaliser toutes les banques? Sur le capital et les banques, c'est différent parce que l'activité des banques, en gros, c'est la prise de risque. C'est de prêter à des gens en évaluant que les gens vont rembourser cet argent-là. Et dans le passé, quand c'est un État qui s'occupe de ça, ça marche pas aussi efficacement parce que c'est pas que l'État gaspille l'argent, je vais revenir, je fais une parenthèse là-dessus, c'est que la prise de risque devrait appartenir au secteur privé en général. Dans les mines, c'est différent parce qu'il y a une certaine assurance que sur le long terme, les ressources naturelles, c'est rentable. Ça a toujours été sur le long terme. Il peut y avoir une année de cycle baissier, mais sur le terme, ça fonctionne tout le temps. Alors que la prise de risque en faisant du crédit à tel ou tel projet, ça devrait, à mon sens, demeurer privé, mais l'État devrait bien circonscrire ce que les établissements financiers peuvent faire. Et c'est ce qui n'a pas été fait aux États-Unis avant la crise. On avait déréglementé, puis on avait donné le pouvoir aux banques de s'auto-réglementer. Donc finalement, c'est eux-mêmes qui décidaient des règlements qui les encadraient, et ça donnait l'éclatement de la bulle de crédit de 2008. Donc dans le cas des banques, moi personnellement, c'est pas parce que j'ai déjà travaillé dans une grande banque qui s'appelle Morgan Stanley que je suis contre la nationalisation de ça, mais je pense qu'on devrait simplement s'assurer que le cadre légal est bien fait dans le sens des intérêts collectifs, mais laisser le secteur privé s'occuper de tout ça. Je pense que PQ est rendu à l'heure actuelle vis-à-vis de la souveraineté. Si on oublie son discours avant les élections. Oui. La question, c'est où je vois le PQ actuellement face à la souveraineté. Moi, j'ai toujours été convaincu que, individuellement, tous mes collègues au PQ sont aussi souverainistes que moi, aussi souverainistes que les souverainistes ici dans la salle. J'en suis convaincu sur le plan individuel. Mais le PQ lui-même a été au pouvoir 3 fois maintenant, et chaque fois qu'il en part ou qu'il s'en détache, sa seule question, c'est de le récupérer. Et même René Lévesque, fondateur du PQ, disait que tous les partis vieillissent mal et qu'un parti politique ne devrait pas durer plus qu'une génération. Parce qu'il devient calculateur, politicien professionnel, opportuniste. Et malheureusement, à ma grande peine, parce que j'en faisais partie, puis j'ai toujours voté PQ avant de voter Option nationale la dernière fois quand même. ça me fait de la peine moi-même de voir que ce parti-là subit le passage du temps, comme les libéraux l'ont subi, comme l'Union nationale l'avait subi, comme la CAQ l'a subi en accéléré. On dirait que la CAQ avait raison de parti vieillissent mal, et un parti comme le Parti québécois qui a quand même 45 ans et plus maintenant, qui a connu le pouvoir, qui veut le récupérer, n'a plus les bons réflexes. C'est plus le parti d'origine qui se posait vraiment la question avec M. Lévesque, qu'est-ce qui est bon pour les intérêts collectifs. Il y a beaucoup trop de calculs de qu'est-ce qui est bon pour nos résultats électoraux, puis ça se voit dans tout ce qu'ils font depuis 6 mois, qui sont là. Je trouve que c'est trop évident que le PQ est un peu devenu ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra jamais redevenir ce qu'il était? Non. Mais c'est jamais arrivé avant qu'un parti redevienne jeune en vieillissant. Donc, moi, je suis convaincu, et là, je ne parle pas juste pour Option nationale, les vrais changements dans notre société viennent des nouveaux véhicules. Et d'ailleurs, le mandat le plus historique qu'on a eu en politique au Québec, c'est vraiment de 76 à 81. Le premier mandat de René Lévesque était dans un nouveau parti qui arrivait au pouvoir avec des gens qui n'avaient pas fait de la politique depuis 20 ans et qui n'étaient pas des politiciens de carrière. C'est dans ces 4-5 années-là que le Québec a vraiment été transformé par un nouveau parti qui avait l'intérêt collectif en tête. Et il faut retrouver ça. Et malheureusement, moi j'ai 42 ans, depuis que je suis né, c'est libéral PQ, ça alterne sans arrêt. Et ces deux partis-là sont devenus paresseux parce qu'ils sont en quelque sorte assurés de revenir au pouvoir avec l'alternance. Donc ils prennent presque une petite pause dans l'opposition pendant quelques années pour refaire leur force, puis revenir au pouvoir comme si ça avait les pays. Et ça mène à une certaine paresse parce qu'ils n'ont plus à faire d'efforts pour être innovateurs ou aller chercher les gens, ils font juste calculer comment il faut parler dans telle ou telle région pour aller chercher des votes. Donc moi je suis déçu du PQ. Très sincèrement, j'espérerais, je souhaiterais que ce soit différent parce que ça irait plus vite pour la souveraineté. C'est sûr que si un parti avec tous les moyens du PQ était aussi clairement souverainiste qu'Option nationale, ça irait plus vite parce que le message serait encore plus fort. On m'a dit que ça ne se produira pas, mais pour l'instant, je les regarde aller depuis 6 mois, puis il semble que M. Lévesque avait bien raison que les partis vieillissent tous mal. Et qui était le fondateur lui-même du Parti québécois, puis il disait ça de son propre parti. Oui? Ben, j'avais entendu quand j'étais plus jeune, l'argument qui revenait le plus souvent contre la souveraineté, c'est qu'une fois qu'on serait souverain, les États-Unis chercheraient à nous englober.
À quel point c'est pas fondé, cet argument-là? En fait, si les États-Unis avaient cherché à englober le Canada entier, ils l'auraient fait en 30 secondes depuis des années. Parce que même avec le programme d'armement de M. Harper, les États-Unis ne sont pas très apeurés par nos tirs-poids pour l'instant. Donc, si les États-Unis avaient une quelconque velléité d'envahir le Nord, ben, ils ont déjà essayé. Pas un envahissement armé, mais je veux dire économique, là, qui viendrait donc nous tuer économiquement et nous Ah, mais gommer. si c'est des échanges économiques, c'est bon pour le Québec. D'ailleurs, le Québec a comme premier partenaire commercial les États-Unis. On fait plus d'échanges commerciaux avec les États-Unis qu'avec les autres provinces du Canada. Donc, et ça, c'est dû en bonne partie au libre-échange. Et le Québec, en fait, en Amérique du Nord, est l'économie la plus ouverte. On exporte la moitié de tout ce qu'on produit. Alors qu'aux États-Unis, c'est moins de 15% qui est exporté. Donc, on est une économie très ouverte. Et si d'autres pays veulent faire du commerce avec nous, c'est extrêmement bon pour le Québec. Donc, si les États-Unis voulaient faire plus de commerce avec nous, il faut se laisser faire douce violence. Bref, sur le plan militaire, c'est peut-être pas ça la question, mais sur le plan militaire, un Québec souverain n'aurait aucune crainte à avoir à l'effet d'être envahi, parce que justement, les États-Unis, juste à côté, ne laisseraient jamais une puissance étrangère venir envahir un pays voisin. Et si un pays l'essayait, ce serait peut-être eux, puis on n'aurait rien à dire. De toute façon, on ne pourrait pas repousser les États-Unis. Mais force est de constater que ce n'est pas une probabilité très inquiétante que les États-Unis veuillent envahir le Québec de façon militaire. Je pense que ça ne vaut même pas la peine d'en parler longuement. Oui? Vous disiez tantôt que le Canada se porterait probablement mieux sans le Québec. Mais je me demande à quel point ils ne vont pas faire n'importe quoi s'il n'y a personne pour leur dire ce que vous faites, ça n'a pas d'allure. Je parlais des pragmatiques tantôt. Les Canadiens vont écouter leur portefeuille assez rapidement parce que le Québec, juste avec l'Ontario, on achète des dizaines de milliards de dollars chaque année de biens et services à l'Ontario. Et l'Ontario va souhaiter conserver le client québécois, qu'on soit une province ou un pays. Et donc, le portefeuille va parler très vite dans toutes les régions du Canada et ils vont très bien voir que les intérêts économiques du Québec, du Canada, sont à l'effet de collaborer avec le Québec. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucune frustration et que personne ne va nous bouder pendant une semaine? Sans doute pas. Mais les choses vont se rétablir très rapidement et, comme je le disais encore une fois, tous les pays qui l'ont fait avant nous ont subi le même type de frustration temporaire peut-être, mais n'ont jamais regretté au point de vouloir revenir en arrière et tout s'arrange très vite. Par exemple, le dernier exemple européen, donc près de l'Europe centrale, c'est la Tchécoslovaquie qui est devenue d'un côté la République tchèque et de l'autre côté la Slovaquie. Et on n'en entend absolument pas parler de ces deux pays-là depuis qu'ils sont souverains parce que ça va bien. Si ça allait mal et qu'ils s'en arrachaient et que les groupes étaient durs à aller chercher, je suis convaincu qu'on en entendrait parler beaucoup, que c'est donc mauvais la souveraineté. Mais comme il n'y a rien à dire de négatif là-dessus, on n'entend pas parler. Donc toutes ces adaptations-là qui sont nécessaires après la souveraineté, la restructuration de l'État, les nouveaux liens, les ambassades un peu partout, les nouveaux liens diplomatiques entre deux pays qui étaient avant le même pays, c'est sûr que c'est à mettre en place et ça demande beaucoup de travail, ça, il ne faut pas le nier, mais c'est justement un projet absolument intéressant pour tout le monde parce que ceux qui sont dans le milieu de la diplomatie vont avoir beaucoup de travail. Ceux qui sont dans le milieu de la comptabilité ou de l'économie vont avoir beaucoup de travail. Ceux qui sont dans le milieu des infrastructures vont avoir aussi du travail. Il va y avoir beaucoup de travail à faire dans tous les champs d'activité le jour de la souveraineté. Puis ça va être absolument emballant de mettre en place un pays qui est le nôtre, il me semble. Donc, de nier que ça va être beaucoup de travail, ce serait faire l'autruche, mais c'est un travail qui est tellement intéressant et qui va nous mener exactement là où on veut aller, enfin. Parce qu'actuellement, c'est d'autres qui travaillent à nous mener là où on ne veut peut-être pas aller. C'est ça qui n'est pas normal dans un État démocratique. Dans une situation où est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui vont quitter le marché du travail et qui vont entrer, est-ce que c'est un bon timing pour faire les dépenses qui vont venir Oui, parce que le Québec a une... Vous savez que dans l'ensemble du Canada, c'est le Québec qui investit plus en recherche et développement. Si on était souverain avec plus de moyens, on pourrait investir encore plus dans la recherche et développement. Et le défi démographique dont vous parlez, il y a une des solutions, il y en a plusieurs, mais une des solutions les plus efficaces, c'est la productivité. Parce que si un travailleur moderne travaille et produit autant de choses que 5 travailleurs il y a 30 ans, bien, ça corrige un peu le manque de travailleurs actifs pour chaque travailleur retraité. Donc, si chaque travailleur est plus productif grâce à l'innovation et à la recherche, évidemment, ça va nous aider à compenser ce problème-là. Donc, la souveraineté est d'autant plus utile dans le contexte démographique actuel parce que le Québec a déjà dans ses réflexes d'investir plus en recherche que le reste du Canada. Dans un contexte indépendant, là, où est-ce que, comme vous disiez, il y a beaucoup moins de transferts fédéraux qui sont. Est-ce qu'on pourrait offrir
une porte de sortie peut-être à une accessibilité aux études qui est encore plus intéressante pour les Québécois. J'aimerais ça vous entendre là-dessus un petit peu. L'Option nationale est en faveur de la gratuité scolaire, puis les arguments sont économiques, en fait. Je fais souvent la blague qu'on n'a pas eu de débat sur la gratuité scolaire récemment. Parce qu'aux nouvelles, on voyait quelqu'un qui disait « Vive la gratuité scolaire ». Il y en a un autre qui répondait « Ça coûte trop cher », puis on passait à la météo. Assez court. Alors que si on prend le temps d'en parler de la gratuité scolaire, dans tous les pays qui l'ont mis en place, ils se sont rendus compte que les gens, en moyenne, vont plus longtemps aux études, parce qu'il n'y a plus de barrières financières. Donc, en moyenne, ils vont plus longtemps aux études. Ils ont donc des salaires plus élevés quand ils embarquent sur le marché du travail. Et donc, ils payent plus d'impôts avec un salaire plus élevé. Et les entrées fiscales additionnelles valent plus que les frais de scolarité qu'on a éliminés. Donc, même économiquement parlant, fiscalement parlant, c'est payant la gratuité scolaire. Mais dans le contexte politique actuel où tout le monde se concentre sur le prochain budget et la prochaine élection, qui va peut-être dans 6 mois, il n'y a plus de vision à long terme et les gouvernements ne veulent même pas entendre ces arguments-là tellement ils sont basés sur les sondages. Et actuellement, les sondages disent malheureusement que la population du Québec, dans sa majorité, est pour l'indexation. Donc, le Parti québécois a prôné l'indexation. Et le rôle d'un parti politique du leadership, c'est pas de suivre un sondage, parce qu'un robot pourrait gérer le Québec de cette façon-là. Le sondage dit ça, telle politique publique. Le rôle de leader, tu penses qu'une cause est bonne pour l'avenir du Québec, même si elle n'est pas évidente, c'est de prendre le temps de l'expliquer et de convaincre les gens que c'est ce qu'il y a lieu à faire pour le Québec. Et ça, le PQ, malheureusement, puis les libéraux, depuis toujours, vont oublier cette façon de faire-là, puis ils vont tout encore faire le calcul populiste et populaire de miser sur ce qui est le plus fort dans les sondages. Mais c'est pas comme ça qu'on arrive à développer le Québec à son plein potentiel, parce qu'il y a des idées parfois qui ne sont pas évidentes à première vue, qui lorsqu'on les explique, convaincent le monde qui sont bien meilleures que ce que le sondage disait au début. Oui, on parle beaucoup de rapatriement présentement. Au niveau de l'assurance emploi, le registre des emplois, tout ça. Est-ce que tu penses qu'éventuellement de rapatrier ces pouvoirs-là pourrait pas nuire à la souveraineté dans la mesure où ça ne vaudrait plus vraiment la peine puisqu'on réussit à produire? Il y a deux écoles de pensée là-dessus. Tout le monde a compris la question? Oui. Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui disent que si on va chercher des pouvoirs à la pièce, et qu'on a l'habitude les Québécois à être de plus en plus souverains, ils vont y prendre goût et ils vont vouloir la totale. Il y en a d'autres qui disent chaque fois qu'on va chercher du pouvoir, ça satisfait ceux qui voulaient juste ce pouvoir-là dans la souveraineté, puis ils n'auront plus de raison de militer pour la souveraineté. C'est quoi la réponse entre ces deux c'est quoi la réalité entre ces deux points de vue-là? Je ne sais pas. Mais de mon point de vue, on ne veut pas plus de pouvoir au Québec, on veut tous les pouvoirs. On ne veut pas améliorer le système fédéral actuel, on veut être un pays souverain. Et à ceux qui disent qu'ils étaient souverainistes avant, mais qui maintenant ils vont peut-être miser sur la réforme du fédéralisme, ben c'est futile de tenter d'améliorer les attitudes de notre peuple à bien nous gérer. On ne veut pas améliorer la capacité du Canada de décider ce qu'on veut devenir. On veut décider nous-mêmes de ce qu'on veut devenir. Donc dans ce sens-là, moi je serais plutôt pour la souveraineté totale que d'y aller morceau par morceau. Parce que de toute façon, morceau par morceau, c'est à chaque fois un risque que ça ne marche pas. La totale, c'est beaucoup plus clair. Voulez-vous que le Québec devienne un pays, oui ou non? Puis on explique pourquoi on pense, nous, que ce serait mieux. Je pense que c'est une façon beaucoup plus efficace de fonctionner. Merci. Oui? Demain matin, le Québec devient un pays. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un impact identitaire et économique sur les provinces de notre pays? Pour le Canada, c'est une réalité que d'avoir un pays qui est scindé en deux, ça va être une nouvelle réalité avec laquelle ils devront composer. Mais il y a des exemples ailleurs dans le monde de pays qui ont certaines enclaves dans le pays voisin ou complètement séparés. Et ça se gère aussi. Puis comme je le disais, Canada-Québec, c'est deux pays très démocratiques qui auraient des relations très pacifiques. Donc c'est pas un grand risque pour le Canada, c'est juste peut-être de façon organisationnelle moins efficace d'avoir un pays qui est séparé. Surtout qu'il devrait passer sur le territoire du Québec pour aller d'un point à l'autre. Mais il y a fort à parier que le Québec serait tout à fait ouvert à avoir une circulation fluide, ce qui est déjà le cas, par exemple, avec les États-Unis ou le Canada en entier. Donc ça, c'est géographiquement parlant, c'est pas optimal pour un pays d'être séparé en deux, mais c'est une réalité qui vit très bien. C'est pas un grave problème. Et vous parlez de la réaction identitaire. Et on entend beaucoup parler aussi des francophones hors Québec, qui disent que si le Québec devient souverain, ce serait comme les abandonner. Mais au contraire, un pays souverain avec plus de moyens aurait beaucoup plus de capacité de protéger ces gens-là qu'une simple province qui n'a pas son mot à dire dans la fédération. Donc moi, si j'étais un franco-albertain ou françaisquois ou dans les maritimes, je souhaiterais que le Québec devienne souverain pour avoir une nation souveraine francophone en Amérique du Nord qui ferait beaucoup plus d'efforts et serait beaucoup plus efficace dans la protection du français en Amérique.
Oui. Mais justement, pour vous, est-ce que ça fait en sorte qu'il y a une double nationalité? Ça, ce sera au Canada de le décider. Si le Québec veut que, par exemple, les gens de Saint-Boniface conservent le passeport québécois et conservent le passeport canadien, le Québec ne pourrait pas imposer au Canada de les laisser conserver le passeport. Donc, ce serait au Canada à qui il faudrait poser cette question-là. Mais moi, je serais très, très favorable à ce que tous les Franco-Canadiens hors Québec puissent venir s'établir ici tout de suite après la souveraineté. L'immigration francophone aide à préserver et à promouvoir le français au Québec. Donc, il faudrait être plus ouvert à ces gens-là. Justement, avec la langue française, on a quand même une bonne partie de la population qui est anglophone. Il y a des commissions scolaires anglophones également, des écoles anglophones. Et c'est normal. Moi, je pense qu'il faut distinguer. Quand on parle d'anglophone, il faut vraiment distinguer deux catégories. Ceux qui font partie de la communauté historique anglophone, dont toute la lignée ancestrale est anglophone, et les nouveaux arrivants qui parlent ni anglais ni français et qui doivent choisir une des deux langues. Dans le cas de la communauté historique, je pense qu'ils devraient avoir en anglais les mêmes droits que les francophones du Québec ont en français parce qu'ils ont contribué à ce que le Québec est devenu et ça fait partie de la réalité du Québec. Dans le cas des nouveaux arrivants, il faut absolument qu'ils soient intégrés en français au Québec. Sinon, c'est mathématique. Si on leur laisse le choix, ils vont tous choisir l'anglais. Et honnêtement, si j'étais un immigrant qui avait le choix, je prendrais aussi peut-être la langue qui est parlée par 350 millions de personnes autour par rapport à celle qui est parlée par 6-7 millions. Donc, si on leur laisse le choix, moi, je pense que le français va en souffrir au Québec. Donc, les nouveaux arrivants devraient être inclus en français. Mais ceux qui proviennent de la communauté historique anglophone, qui est à peu près 8% de la population du Québec, donc c'est pas immense, cette communauté-là devrait conserver ses droits en anglais, qui est là déjà dans la loi 101. Les droits de la minorité anglophone historique sont tout à fait préservés dans la loi 101, puis c'est bien que ce soit comme ça. À propos de la loi des immigrants, tout court, vous avez dit que qui veut venir au Québec est québécois, mais quand on vient au Québec, on obtient la citoyenneté canadienne. C'est déjà compliqué d'obtenir. Et je me demandais qu'est-ce qui leur arriverait, est-ce qu'ils devraient partir C'est clair que tous ceux qui vivent au Québec sont québécois en même temps que les Québécois deviendraient québécois au Centre national. Ceux qui sont dans un processus d'immigration déjà avancé conserveraient exactement les mêmes avancements dans leur processus pour devenir québécois plutôt que canadiens. Donc ça, c'est administrativement très simple à gérer. Et j'ai rencontré, c'est une histoire que j'aime bien raconter, j'ai rencontré des nouveaux arrivants à Montréal qui faisaient une classe de translation. On a parlé de souveraineté pendant 1h30, 2 heures. Et à la fin de la rencontre, je suis convaincu que si on avait fait un référendum, le oui passait dans la salle. Parce que ces gens-là n'entendent pas parler des documents bénéfiques de la souveraineté. Et ces gens-là veulent aussi vivre dans un endroit plus prospère, comme tous les autres qui sont nés ici. Qu'on soit arrivé depuis une journée ou qu'on soit né il y a 42 ans ici, si le Québec va mieux dans une telle action, ben, tout le monde doit être favorable à cette option-là, incluant les anglophones et les allophones du Québec. Et ce que je leur disais aussi, c'est qu'au jour 1 du Québec souverain, tout le monde est québécois de souche. Le pays a un jour, tout le monde qui vit là est québécois depuis un jour, on est tous québécois de souche. Et ça fait en sorte que les nouveaux arrivants aussi passent justement du statut de nouvel arrivant au statut de cofondateur de l'Union. C'est pas inintéressant. Moi, je trouve que les nouveaux immigrants, donc les nouveaux arrivants, tous ceux qui sont issus d'immigration, la communauté anglophone, surtout de Montréal, mais il y en a ailleurs aussi, devraient être favorables à la souveraineté parce qu'ils conserveraient tous les droits qu'ils ont déjà dans un pays qui fonctionne mieux, qui est beaucoup plus lui-même, par le simple fait de décider lui-même ce qui se passe sur son territoire. Donc, ça a été une erreur du mouvement souverainiste dans les dernières années, dans les nombreuses dernières années, de considérer tout ce qui était issu d'immigration et anglophone comme étant perdu d'avance. Donc, ils ne parlaient même pas à ces communautés-là. C'est une grave erreur. La première chose à faire, si on veut expliquer le projet puis inclure ces gens-là, c'est de recommencer à leur parler. D'ailleurs, dans la dernière campagne, nous, on s'est fait critiquer pour ça, mais j'en suis quand même très fier. On a fait des vidéos en anglais et en espagnol pour la campagne électorale, parce que ces gens-là qui parlent ces langues-là vivent ici, ils vont bénéficier autant que nous de la souveraineté, autant que nous les francophones, évidemment, de la souveraineté. Il faut leur parler, leur expliquer dans une langue qu'ils comprennent mieux que le français pour l'instant. Et j'espère qu'un jour, ils seront tous très fonctionnels en français, si on veut que ce soit la langue commune pour s'identifier et se retrouver. Mais la première chose à faire avec toutes les communautés issues d'immigration, et même la communauté historique anglophone, c'est de leur reparler de la souveraineté, sinon ça n'avancera jamais. Je ne pense pas qu'on va avoir un 60-70% d'appui chez les anglophones historiques, mais quand même, si on ne leur parle pas, c'est clair que ça ne montera jamais. Ça
Sachant qu'il y a plusieurs façons de financer la gratuité, hausse minime de réduction des ventes, bien juste le revenu du paiement d'impôt en temps de la vie. Vous avez tendance à utiliser quel moyen? De loin, le rapport d'impôt unique. Parce que non seulement c'est une économie pour les gouvernements de plus de 500 millions chaque année. C'est récurrent. Chaque année, ça coûte 500 millions de trop d'avoir 2 rapports d'impôt au lieu d'un à faire au Québec. Et on est les seuls à en faire 2. Partout ailleurs au Canada, il y en a un seul. Donc on est les seuls à payer 500 millions inutilement. Et pour les particuliers, les compagnies aussi, ils sauveraient plus de 300 millions. Les 500 millions, c'est juste pour les gouvernements. Donc c'est presque 1 milliard par année qu'on paye pour rien du gouvernement. Et la raison pour laquelle je favorise ça, c'est, à mon sens, en démocratie, pour qu'un gouvernement soit pour que les impôts soient représentatifs, il faut qu'ils soient perçus par le gouvernement qu'on a élu nous-mêmes. Actuellement, on envoie plus de 50 milliards d'impôts à un gouvernement hors Québec qui est élu par 3/4 de non-québécois, comme je le disais, ne vivent pas au Québec, ne connaissent pas le Québec et s'y intéressent pas. Et on envoie quand même des impôts à ce gouvernement-là qui décide de ce qu'il en fait. C'est contre la démocratie la plus élémentaire. Donc, le rapport d'impôt unique qui serait géré par le gouvernement du Québec, je pense que c'est à la base même de la démocratie sur le plan fiscal.